Bien, bonjour. Je, je vais donc entamer, merci beaucoup d'être là, ce troisième cours de cette année consacré à la République. Je vous avais dit dans le cours précédent, il y a 3 semaines, que avant de lire la République, il nous faudrait lire d'autres livres, d'autres textes, d'autres dialogues. Je vous avais annoncé que nous lirions bientôt Phèdre, mais que même pour lire Phèdre, il fallait passer par d'autres textes qu'on a déjà lus l'an passé. C'est notamment également utile pour les étudiants ou les personnes qui n'étaient pas là l'an passé. Voilà. Mais c'est pas seulement pour ça, c'est parce qu'on a besoin de remonter. En avançant dans l'œuvre de Platon, on comprend des choses sur des textes du début qu'on ne comprenait pas au début. Dans Phèdre, lorsque nous l'attaquerons, ce n'est pas pour aujourd'hui, ni d'ailleurs pour le prochain cours. En fait, dans ce cours aujourd'hui, on va encore parler de Ménon, essentiellement. On ne reparlera même pas encore du banquet. Et puis, je ferai une longue introduction avant de revenir vers Ménon, où je vais vous parler de pas mal de choses, notamment de poésie et de danse. Quand nous lirons Phèdre, qui va être en fait le dialogue clé pour lire la République, et en particulier le livre 7 de la République, c'est-à-dire l'allégorie de la caverne, nous interpréterons dans Phèdre une autre allégorie, vous disiez l'autre fois, qui est l'allégorie de l'âme ailée, de l'âme en tant qu'elle a des ailes. C'est à partir de cette analyse de Phèdre que nous pourrons peut-être commencer à comprendre pourquoi Heidegger dit, et je le dis avec lui, je pense qu'il a raison sur ce point-là, que la République, qui est un texte de la maturité de Platon, il a 50 ans quand il écrit la République, à peu près, c'est un revirement, c'est un changement de position de Platon. Et que, en tant que ce revirement, la République est aussi un dialogue où Platon donne un nouveau sens au mot aletheia, c'est-à-dire vérité, ce que nous appelons, ce que nous traduisons par vérité, aletheia. Je vais revenir tout à l'heure sur aletheia en détail, tout à l'heure. Quand nous lirons Phèdre, c'est-à-dire dans à peu près 1 mois, nous verrons que dans la caverne du livre 7 de la République, il s'agit de liquider la condition tragique qui formait, selon moi, c'est ce que j'avais essayé d'expliciter l'année dernière, qui formait jusqu'à Platon, jusqu'à l'époque de Platon, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'essentiel de la culture grecque, que l'on appelle aussi présocratique. Donc je vous répète des choses que j'ai déjà dites plusieurs fois, mais c'est extrêmement important de bien le comprendre. Ce qui est en jeu là, dans la lecture qu'on fait de la République, c'est de voir comment Platon, en quittant l'époque tragique, à laquelle, selon moi, Ménon appartient encore, pleinement d'ailleurs, comment Platon abandonne toute une conception de la vérité qui était celle des présocratiques, et qui est, je crois, une conception vers laquelle nous allons devoir revenir. Quand je dis nous, là je ne vous parle pas simplement de nous dans ce cours, mais la planète entière. Alors, là je vous dis d'où nous venons, vers où nous allons, mais je vais vous faire un bond encore en avant tout à coup. Excusez-moi, je vous fais faire des acrobaties dans le temps, et dans votre imaginaire ou dans vos attentes. Dans un cours qui aura lieu, si Dieu le veut, comme on dit, Inch'Allah, dans 2 ou 3 ans, je vous proposerai une lecture d'Aristote, dont voici un buste. Aristote est né en 384 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 15 ans après la mort de Socrate. Platon avait alors 43 ans, il n'avait pas encore écrit la République. Et Aristote, qui fut le meilleur élève de l'Académie de Platon, est mort en 322 avant Jésus-Christ, environ 25 ans après Platon. Vers la fin de sa vie, il a écrit les livres qui sont rassemblés aujourd'hui sous le titre « La métaphysique », qui constitue, c'est extrêmement important, la base de toute la théologie
chrétienne, de Thomas d'Aquin en particulier. C'est fondamental, la métaphysique d'Aristote dans l'histoire du savoir occidental. On va en lire quelques extraits tout à l'heure de cette métaphysique. Et puis, on en lira des extraits beaucoup plus en détail dans 2 ou 3 ans, si Dieu le veut, comme on dit. C'est une formule toute faite pour moi. Je ne me signe pas en le disant, ou je ne fais pas de prière. Mais néanmoins, je rends hommage à cette mémoire. Nous lirons dans 2 ou 3 ans, Inch'Allah, Aristote de l'âme, qui est un texte extrêmement important, et vous avez bien compris, je pense, que si je vous parle du traité de l'âme d'Aristote, c'est parce qu'en fait, ce que nous allons étudier aujourd'hui, enfin, dans ce cours, cette année chez Platon, c'est la question de l'âme. Question de l'âme dont un de mes maîtres, Gérard Granel, paix à son âme, qui, grâce à lui, me permit d'étudier la philosophie dans une caverne qui s'appelait la prison Saint-Michel de Toulouse, et qui disait, en fait, l'âme est une invention de Platon. L'âme, ce n'est pas un concept grec. Ça existe, la psyché chez les Grecs, mais l'âme au sens où nous en parlons dans le christianisme, par exemple, ou au sens où, chez Freud, encore, on parle de la psyché, c'est-à-dire de la psyché au sens... C'est la traduction en langue moderne de ce que les Grecs appelaient l'âme. C'est une invention de Platon, disait Gérard Granel. Peut-être, sans doute même. Il avait raison, je crois. Mais Aristote va écrire un livre qui s'appelle « De l'âme ». Et je vous en reparlerai en détail dans 2 ans, parce que je considère que c'est un livre absolument crucial, qu'il faut relire de très près, dans la mesure où Aristote y définit l'âme par le désir, par son désir. Il redonne au banquet de Platon une deuxième vie, un second souffle, mais en rompant, selon moi, avec la République de Platon. C'est-à-dire qu'il revient au premier Platon, et il le réinterprète 50 ans, avec 50 ans de recul, puisqu'il a 50 ans ou 45 ans de moins que Platon, et ça le conduit, et c'est là où je voulais en venir, à dire dans le livre Alpha de la métaphysique, précisément à cet endroit, en citant un poète grec qui s'appelle Simonide, que Dieu seul peut jouir du privilège d'être toujours en acte, d'être toujours auprès de lui-même, d'être toujours à la hauteur de lui-même, pleinement lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que pour ce qui nous concerne, nous qui ne sommes pas des dieux, eh bien en général nous ne sommes pas à la hauteur de nous-mêmes. Nous sommes la plupart du temps en dessous de nous-mêmes. Le traducteur de la métaphysique dans cette version-là, qui s'appelle Tricot, qui est un spécialiste d'Aristote du début du XXe siècle, fait une petite note ici, vous la voyez là, hein, je ne sais pas si vous arrivez à lire, pour commenter cette citation de Simonide par Aristote, « Dieu seul peut jouir de ce privilège ». Tricot donc dit « La sagesse », c'est une paraphrase, une explication, « la sagesse est interdite à la plupart des hommes qui doivent se soucier d'abord d'assurer leur existence. La possession de la sagesse est plus qu'humaine. » Alors, je ne dirais pas moi exactement cela, je dirais plutôt que chez Aristote, c'est pas que la sagesse n'est pas accessible, si, bien entendu que la sagesse est accessible, mais elle n'est accessible que par à-coups, que par des efforts que, la plupart du temps, les âmes noétiques, comme les appelle Aristote, il dit pratiquement jamais les hommes, Aristote, il dit les âmes noétiques, ne peuvent accomplir ou ne peuvent y accéder que par moments. Alors il faut noter que chez Aristote, l'âme, ça désigne le vivant en général. C'est d'ailleurs
on traduit un psyché, le mot grec pour âme c'est psyché, on traduit en latin par anima, et le radical d'où vient animal, animé, animus, etc. C'est le vivant en général. Donc pour Aristote, par exemple, une plante a une âme. Un animal a une âme et un être humain a une âme. Mais âme, ça veut dire tout simplement doté d'un mouvement, d'un auto-mouvement, tout simplement. Ça ne veut pas du tout dire que, par exemple, une plante a des rêves ou une conscience, ni un animal d'ailleurs. Ça ne veut pas forcément dire le contraire, mais ça ne veut pas essentiellement dire ça. Ce que ça veut dire, c'est que l'âme, c'est ce qui désigne l'automouvement de la vie. Et Aristote distingue des types de vie, et en particulier la nôtre, qu'il appelle la vie noétique, c'est-à-dire la vie capable d'accéder à l'esprit, au nous, ce que les Grecs appellent le nous. Quoi qu'il en soit, pour Aristote, la plupart du temps, nous, qui sommes des âmes noétiques, eh bien, nous n'accédons pas au nous. Nous restons presque des âmes sensitives, comme ils les appellent, c'est-à-dire des animaux. Nous comportons la plupart du temps comme des animaux. Le mode d'être ordinaire de l'âme noétique, c'est-à-dire de nous, dit Aristote, c'est d'être simplement sensitive en réalité, et non pas noétique, puisqu'il appelle la plante l'âme végétative, l'animal l'âme sensitive, et l'homme l'âme noétique. La plupart du temps, elle se comporte sensitivement, cette âme, et ce n'est que par intermittence que de temps en temps, dans des circonstances exceptionnelles, extraordinaires, elle passe au stade noétique, c'est-à-dire elle devient noétique en acte et pas seulement en puissance, comme dit Aristote. La plupart du temps, nous ne sommes noétiques qu'en puissance. Nous sommes capables de faire des tas de choses. Il y a des hommes qui arrivent à courir, à faire le 100 mètres en je ne sais pas combien de secondes. Je ne connais pas très bien les records, mais vous voyez, on est capable de ça, mais la plupart du temps, la plupart des gens courent 2 fois, voire 3 fois moins vite que ces gens-là. Bon. Et c'est pareil au niveau de l'intellect. Par intermittence, de temps en temps, extraordinaire, sensationnel. Le sensible devient sensationnel. C'est-à-dire que ce n'est plus simplement quelque chose qui est de l'ordre du sensible, mais c'est quelque chose qui passe au niveau de ce qu'Aristote n'appelle pas exactement l'intelligible, mais ce qu'on traduit parfois par le suprasensible, le noétique. Ce que je veux dire ici, c'est qu'Aristote hérite de la différence que Platon va faire dans la République. On va voir que c'est dans la République que Platon va faire cette opposition, cette différence entre le sensible et l'intelligible. Mais, à la différence de Platon, Aristote ne va pas opposer le sensible et l'intelligible. Il ne va pas dire pour accéder à l'intelligible, il faut quitter le sensible. Pas du tout, bien au contraire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va dire qu'Aristote est certains disent le premier philosophe empiriste. C'est-à-dire qu'il part de l'expérience, il part du sensible pour accéder à l'intelligible. À la différence de Platon. C'est à mon avis un peu outré de dire cela, mais ça peut se comprendre. Parce que empiria en grec, ça veut d'abord dire expérience. Et ça c'est vrai, tout à fait vrai, que Aristote part à partir de l'expérience. Il dit on ne peut penser qu'à partir. On doit penser à partir de l'expérience. Alors, quand est-il possible pour une âme noétique de passer à l'acte et d'avoir à faire un changement qui fait que ce qui était ordinaire devient tout à coup extraordinaire? Par exemple, il devient tout à coup extraordinaire d'ôter une épine de son pied. Cela devient extraordinaire, tout à coup, de voir un être faire ce geste banal par la vertu du regard d'un sculpteur antique et de sa merveilleuse attention à l'existence sensible, dans ce qu'elle a en apparence de plus anodin, d'en faire quelque chose d'absolument exceptionnel, extraordinaire, où le signe sensible devient le signe non seulement de ce qui existe, de ce qui peut exister, mais de ce qui en existant sensiblement se met à consister, à nous donner accès à une consistance qui, à travers ce personnage qui a énormément frappé les esprits occidentaux,
va prendre des figures variées. Par exemple, celle-ci, qui est contemporaine de l'église d'Épineuil. C'est un remake de l'époque romane de l'épine. Ou encore celle-ci, qui est beaucoup plus récente. Et voici un ange maintenant qui ôte une épine de son pied. Vous vous souvenez des anges dont je vous ai parlé il y a 3 semaines? On va y revenir aux anges. Ou bien encore celle-ci, qui est presque de la même époque, mais qui est d'une toute autre teneur. Ça, c'est pas un ange. Et en plus, c'est une photo. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'à travers une expérience du sensible qui n'est pas simplement le sensible, mais le sensationnel, et qui s'appelle la sculpture ici, ou l'art, et qui pour Aristote relève du noétique, c'est-à-dire du passage à l'acte à travers le sensible pour accéder à quelque chose qui est supra-sensible, si on prend la langue de Kant, et que moi j'appelle plutôt consistance, que j'appelle la consistance. Tout un ensemble de strates se constitue, et une mémoire se constitue, qui fait dire à un poète allemand, von Kleist, qui a écrit un texte célébrissime qui s'appelle « Sur le théâtre de marionnettes », qui est un tout petit texte que vous pouvez lire très facilement, il se lit en une demi-heure, même pas, et où Kleist fait l'éloge des marionnettes. Et vous vous souvenez que je vous parle de marionnettes ici, puisque le sujet de la République, ce sont les marionnettes, en réalité. Dans la caverne, ce que Platon reproche à ceux qui sont prisonniers et enfermés dans cette caverne, c'est d'être leurrés par des marionnettes. Eh bien, Kleist, lui, dit ce ne sont que les marionnettes qui nous permettent véritablement d'accéder à la quintessence de l'art, c'est-à-dire à la quintessence du suprasensible, pour un romantique allemand, c'est un romantique allemand, Kleist, qui s'exprime dans, pour lui, le souvenir de cet éphèbe grec qui saute une épine du pied. Le hasard voulait que nous ayons vu à Paris peu de temps auparavant cet éphèbe qui s'enlève une épine du pied, dit Kleist. Il explique que il parle avec quelqu'un qui est lui-même une sorte d'éphèbe et qui est magnifique et qui lui parle de cet éphèbe qu'il a vu, cet éphèbe qui est une sculpture, qu'il a vu dans un musée, qu'ils ont eu ensemble à Paris. Et cet éphèbe se regarde lui-même, se voit et se compare, et tout à coup s'écroule, parce qu'il devient ridicule, dit Kleist. Tout à coup, ayant dit cela, je ris et rétorquai qu'il devait avoir des visions. Il rougit, leva une deuxième fois le pied, parce qu'il voulut refaire le même geste, qui était le geste de la statue, de l'éphèbe, pour me le prouver, mais sa tentative échoua. Déconcerté, il leva le pied une troisième, et une quatrième fois, il le leva bien 10 fois encore en pure perte. Il était hors d'état de reproduire ce mouvement. Que dis-je? Les mouvements qu'il faisait étaient si comiques que j'eus de la peine à retenir mon rire. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous raconte Stigler aujourd'hui? Où nous emmène-t-il? Je vous emmène dans l'expérience des artefacts et de la précarité dans laquelle nous vivons, au milieu de ces artefacts, de la fragilité avec laquelle il nous est possible parfois d'accéder à des moments extraordinaires, de ce passage du sensible au sensationnel ou au suprasensible que nous permet notre capacité noétique, mais qui fait que la plupart du temps, revenons à nos moutons, voilà en quoi nous consistons. La plupart du temps, nous restons des âmes sensitives, mais à la différence des jolis petits moutons que nous voyons dans les champs du Berry, du Bois Chaud ou du Bourbonnais, eh bien, quand les moutons sont des êtres humains, c'est laid. C'est profondément laid. Heidegger n'aura pas échappé lui-même à ce dur destin, je vous le signalais l'autre fois. Il est là. Je veux dire, il n'a pas échappé au dur destin de se prendre pour ce qu'il appellera lui-même un gardien de l'être. C'est-à-dire, pour moi, une sorte de gardien de mouton.
qui est d'ailleurs toujours, en quelque manière, ce gardien de moutons, je dis ça pour les moutons, pas pour le gardien, une sorte de mouton lui-même, ou un bélier, qui peut être d'ailleurs magnifique, ça peut être merveilleusement beau, un bélier. Mais si je vous parle des béliers, des moutons, des gardiens, c'est parce que derrière toutes ces questions, il y a toujours, non pas toujours des croix, des cornes, pardon, il y a toujours un bouc émissaire. Il y a toujours la question d'un bouc émissaire qui va se poser, comme dans le Lévitique de la Bible, que je ne vais pas vous commenter ici, mais que je vous invite à lire après ce cours. Revenons donc à ces moutons que nous sommes aussi, non seulement parfois, mais souvent et même la plupart du temps. Quitte à nous faire tondre la laine sur le dos, voire nous faire égorger par je ne sais quel barbare. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes des moutons? Ça veut dire que la plupart du temps nous sommes grégaires, craintifs, et à partir de là, ce qui n'est pas possible pour un mouton, indignes. Indigne. Tout le monde commente en ce moment, j'ai reçu 3 coups de fil de journalistes, qu'est-ce que vous avez à dire des indignés? Eh bien, il y a un sentiment d'indignité aujourd'hui. Et ce mot d'indignité, il faudrait, je n'ai pas voulu vous en parler, parce qu'il faudra bien qu'on finisse par parler de Platon et de la République, mais si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé de Pic de la Mirandole, qui définit l'être humain par la question de la dignité et de l'indignité. L'indignité, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous éprouvons lorsque nous trouvons nous-mêmes ou les autres, la plupart du temps nous le voyons chez les autres, mais nous ne le voyons pas chez nous, fourbes, lâches, paresseux, couards, nous aveuglant à nous-mêmes, refusant de voir l'évidence, par exemple d'admettre que nous nous sommes trompés, et que nous n'arrêtons pas de nous tromper. Nous sommes toujours prêts à faire la leçon aux autres, mais jamais à nous la faire nous-mêmes. C'est ce que j'appelle notre condition pharmacologique. Alors revenons à notre lot pharmacologique, c'est-à-dire ambigu. C'était le sujet de l'année dernière, où j'avais essayé de vous rendre sensible à travers des textes de Jean-Pierre Vernant en particulier. Pourquoi et comment les Grecs d'avant Platon posaient que nous sommes des êtres essentiellement pharmacologiques, c'est-à-dire ambigus, jamais certains d'eux-mêmes, toujours prêts à se trahir. Et pour le comprendre et pour y revenir, revenons à Heidegger, qui dans un texte très important qu'il a consacré aux sophistes de Platon, commente ici non pas Platon, mais l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Commentant le passage d'Aristote que je viens de vous citer dans la métaphysique, et à partir duquel il commente l'éthique à Nicomaque, Nicomaque étant le fils d'Aristote. C'est donc un texte qu'Aristote a écrit pour son fils. Heidegger dit ceci: l'âme ne peut pas être constamment auprès des timiotata. Qu'est-ce que c'est les timiotata? C'est ce qui vaut le coup d'être vécu, si vous voulez. C'est ce qui vaut vraiment quelque chose. Par exemple, la vérité géométrique. Par exemple, la justice. C'est ce qui est véritablement le fond qui fait que nous valons quelque chose. Parce que quand nous sommes capables d'accéder à ce qui vaut vraiment quelque chose. Ce que j'appelle moi ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. L'homme ne peut pas être constamment auprès des timiotata. L'être en permanence de ce mode d'être original auprès des timiotata, il ne saurait en être question pour lui. C'est une façon de dire, autrement, dans la langue de Heidegger, ne rêvez pas qu'un jour vous pourrez accéder à la pleine vérité. Non, ça c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il ne saurait être question pour l'homme de jouir du privilège d'être toujours en acte, comme disait Aristote dans la métaphysique, en citant Simonide, dont voici un buste. Ça, c'est réservé à Dieu, dit Aristote. Heidegger ajoute encore ceci: le mode de son être temporel lui interdit de demeurer constamment auprès de l'ai. Qu'est-ce que c'est que l'ai? L'ai, en grec, ça signifie le toujours, on traduit parfois, ce qui est toujours. Certains traduisent par l'éternité, l'éternitas. Je crois que c'est une mauvaise traduction parce que pour les Grecs, il n'y a pas, les Grecs anciens, il n'y a pas à proprement parler d'éternité, mais il y a des choses qui se maintiennent.
Et Heidegger ajoute, en commentant toujours Aristote, l'homme a besoin de se délasser, de se détendre loin du théoréine. Théoréine voulant dire la capacité de théoriser, mais au sens ancien du terme, ça veut dire de contempler les timiotata, de contempler ce qui mérite de l'être. L'âme noétique, la plupart du temps, nous dit ici Heidegger, en commentant Aristote, veut être divertie. Si j'avais eu le temps, je vous aurais aussi parlé de Pascal, qui parle beaucoup du divertissement dans ses pensées. Je sais que ma belle-mère ici présente aimait bien Pascal dans sa jeunesse. Elle peut régresser, cette âme noétique, dit Aristote, aux stades les plus stupides de l'âme sensitive. Donc voici une illustration que je trouve tout à fait convaincante. La tendance bête, dit Heidegger commentant Aristote, c'est la régression de l'âme intellective sensationnelle au stade sensitif qui peut l'amener au niveau du poulet. Mais si je vous montre cela, c'est que bien entendu, c'est un four que vous regardez, mais ce que vous y voyez, ce n'est pas un four, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous y voyez? Vous y voyez une télévision. Eh bien, cette télévision, c'est l'organisation industrielle de la bêtise. Nous vivons dans une société qui indigne en ce moment, dans plus de 40 villes américaines, il y a des gens qui manifestent en permanence en ce moment. Il n'y a qu'en France qu'on ne manifeste pas en ce moment. C'est bizarre, d'habitude, il n'y a qu'en France qu'on manifeste, et nulle part ailleurs dans le monde, en ce moment, on manifeste partout, sauf en France. Sauf si peut-être on manifeste et que les médias oublient de nous le dire. Je vous dis ça parce que l'autre fois, j'ai failli ne pas pouvoir rentrer dans la gare d'Austerlitz, qui était cernée par les CRS, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait qu'on n'en parle ni à la radio ni à la télé? C'est bizarre, ça. Vous voyez, j'ai un ami, Tom Cohen, qui d'ailleurs m'a envoyé un mail ce matin, quand il y a eu des manifestations à New York, 1 million de personnes dans les rues de New York pour manifester contre la guerre de l'Irak, ben vous ne l'avez pas su, parce que la télévision américaine contrôle absolument toute l'information. Et il n'y a pas eu d'information sur ces manifestations, sauf sur Internet. C'est pour ça qu'il faut faire, effectivement, attention à ne pas laisser Internet passer sous le contrôle de ces appareils. Quoi qu'il en soit, cette industrialisation de la bêtise, c'est quelque chose dont Aristote nous prévient. Et Heidegger le commentant aussi lorsqu'il dit, ce qui est clair, c'est que la relation ontologique de l'homme à l'aei, c'est-à-dire à ce qui est, au timiotata, si tant est qu'elle soit appropriée, doit toujours être hétéroïne. C'est d'une certaine manière possible et d'une certaine manière impossible. C'est-à-dire qu'il dit qu'on n'arrive jamais à accéder véritablement à la vérité. Et il faut le savoir. C'est ce que j'appelle donc l'ambiguïté du statut des mortels, qui fait qu'ils ne doivent jamais se prendre pour des dieux. C'est ça qu'enseignaient les Grecs. La religion grecque consistait à dire, il y a des dieux, nous les représentons pour que nous évitions de nous prendre pour des êtres comme cela. C'est-à-dire que ce sont des limites, les dieux. Ce ne sont pas du tout des êtres vers lesquels on va bientôt se trouver, avec lesquels on va se trouver libérés. Non, ce sont nos propres limites. Nous sommes toujours tentés de franchir nos propres limites, mais ce qu'il faut, c'est ne pas les franchir et ne jamais s'imaginer que l'on pourrait échapper à la bêtise. C'est quand on est le plus bête en général qu'on croit qu'on échappe à la bêtise. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous aurez le sentiment d'échapper à la bêtise, c'est là que vous serez le plus bête. Croire qu'on peut échapper à la bêtise, c'est comme Icare croire qu'on peut atteindre le soleil. Et vous savez ce qui lui arrive à Icare. Il s'imagine qu'il va atteindre le soleil, il s'en approche, il s'est fait des ailes avec de la cire, ses ailes fondent et il tombe. Je vous rappelle que la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne, ça décrit comment le philosophe va monter vers le soleil. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de passer à l'acte noétique et qu'il n'est pas possible de cultiver une relation, appelons ça, à la vérité. Bien au contraire. Mais ça n'est possible, comme je le dis depuis, j'ai commencé ce cours, que comme des poissons volants. On sort de temps en temps du bain de bêtises dans lequel on baigne tous, et puis on y retombe. Parce qu'un poisson, ça ne vole pas. Ça n'est pas un oiseau. On sort du marécage et tout à coup apparaît le vaste océan. Mais
cette apparition n'est possible qu'en retombant dans l'eau. Ça, c'est Chagall qui peint le mythe d'Icare. Dès lors, un aspect très important est d'apprendre à tomber. Voilà un cours de judo. Apprendre à tomber, mais aussi apprendre à ne pas tomber. Parce qu'au judo, il faut essayer de ne pas tomber. C'est ça, se battre au judo. C'est essayer de ne pas tomber, ou alors faire des choses absolument incroyables, comme celle-ci. Et finalement, ça peut conduire à ça. Parce que finalement, apprendre à tomber, et en apprenant à tomber, apprendre à ne pas tomber, vous apprenez à tomber, et en surplus, vous apprenez à ne pas tomber. Ça s'appelle danser. Et là, vous ne ressemblez plus du tout à un mouton ou à une bête, mais plutôt à un ange. Cet ange, d'ailleurs, me rappelle le cygne, cet animal aérien et en même temps aquatique dont je vous ai parlé cet été pour ceux qui étaient à l'Académie d'été de Platon. Et pour ceux qui n'y étaient pas, eh bien c'est enregistré, vous le trouverez sur le site de pharmacon.fr. Et j'avais proposé une espèce de commentaire de ce merveilleux poème de Stéphane Mallarmé sur la stérilité. Mallarmé souffrait énormément de sa propre bêtise, il appelait ça sa stérilité. Et il parlait du cygne qui est pris dans la glace. L'hiver est arrivé, le lac a gelé, il est pris dedans. Si nous avions un peu de temps, mais nous n'en avons pas, il faudrait que je vous parle aussi d'un autre poème de Baudelaire, l'Albatros. Vous l'avez tous étudié, l'Albatros c'est quelque chose qu'on a tous étudié à l'école, en tout cas quand on est allé en terminale. Vous vous souvenez qu'il parle de cet oiseau merveilleux, absolument merveilleux, que voici, qui, quand il se pose sur un bateau, parce qu'il suit le bateau, ils suivent les bateaux, les albatros, il se pose et tout à coup il devient ridicule, dit-il, laissant piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. Ça vous rappelle pas Kleist tout à l'heure? Il dit c'est l'infirme, il est devenu l'infirme qui volait. C'est-à-dire qu'il est devenu totalement infirme à terre, il était magnifique, et maintenant il est, voilà. Nous sommes tous infirmes. Hein. La condition pharmacologique, c'est l'infirmité. L'homme est un être infirme. C'est ça qui le constitue comme tel. Notamment parce que sa mémoire fiche le camp, et pour toutes sortes de raisons, d'autres raisons. Il ne peut pas vivre sans prothèse, sans pharmaca. Mais cet homme peut s'envoler comme cet albatros. Et Baudelaire dit « Le poète est semblable au prince des nuées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. » Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? D'abord, notez que cet albatros, il n'est pas proprement tombé, mais il s'est posé et il devient ridicule sur ce bateau. Et Baudelaire en fait une métaphore du poète qui lui est tombé. Il est tombé, ce poète. Vous savez sans doute que la servante de Thalès se moquait de lui, parce qu'un jour il était tombé dans un puits. Enfin, en tout cas, c'est une doxographie qu'on nous rapporte. Thalès aurait eu une servante qui se serait moquée de lui parce qu'il serait tombé dans un puits. Pourquoi est-ce qu'il était tombé dans le puits? Parce qu'il regardait toujours dans les étoiles. Je vous signale que c'est Thalès qui a calculé notre calendrier. Si le premier à avoir dit une année fait 365 jours et un quart, c'est Thalès. Il n'avait pas de lunettes astronomiques, il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait strictement rien de tout ça. Mais il avait été capable de calculer précisément pourquoi une année durait 365 jours, etc. Et oui, alors il était toujours la tête dans les étoiles. Et un jour, en effet, il est tombé dans un puits. Et donc, sa servante disait « Ah bah, vous voilà bien. Ah bah, ça sert à quoi de regarder dans les étoiles? Il vaudrait bien mieux regarder à vos pieds. » Les étoiles, dont le soleil est la plus proche de nous, la République nous en parle. Et invite les philosophes, dans le mythe de la caverne, à s'orienter vers les étoiles.
Ce poème de Baudelaire nous parle aussi, non pas des étoiles, mais du ciel, de l'élément aérien, de ce qui est en haut, à travers l'albatros. Et il dit que le poète, lui, est tombé, et que ses ailes de géant l'empêchent de marcher, là où il est. Il voudrait s'envoler. J'insiste sur ce point, comme j'ai insisté sur Mallarmé, parce que un des grands enjeux de la République de Platon, c'est le discours qu'il tient sur la poésie. Vous le savez sans doute, Platon, au livre 3 de la République, dit qu'il faut exclure les poètes de la cité. Ce sont des faiseurs d'images, des trompeurs, des gens dangereux. Alors, en disant cela, je crois précisément que Platon se sépare d'une tradition tragique qui, au contraire, fait des poètes ceux qui donnent accès à la vérité. Et pas seulement des poètes, des artistes en général, comme celle-ci par exemple. Ou encore de ces funambules qui fascinent Nietzsche. Pourquoi est-ce qu'il fascine Nietzsche? Il y a un texte magnifique dans Ainsi parlait Zarathustra sur le funambule. C'est parce que le funambule, c'est celui qui sait vivre en équilibre instable. Je vous avais dit l'an dernier que nous, les êtres pharmacologiques, nous sommes des êtres qui vivons essentiellement dans un équilibre métastable, c'est-à-dire relativement instable et relativement stable, entre l'instabilité et la stabilité. Nous ne sommes ni stables, ni instables. Et c'est ce qui fait que nous sommes en mouvement. Gilbert Simondon dit d'ailleurs, la vie en général est une métastabilité. Mais chez nous, les êtres humains, ce n'est pas simplement notre dimension biologique qui est métastable, c'est nous dans notre totalité. Nous sommes perpétuellement en train de nous transformer. Nous sommes des tourbillons, parce que, je vous avais expliqué l'an passé, qu'un système métastable, enfin, très ordinaire, vous pouvez aller le voir au bord du Cher, il y en a plein, au bord de toutes les rivières, vous avez des petits tourbillons, c'est ça qu'on appelle, en mécanique des fluides, on décrit ça comme un système métastable. C'est-à-dire qui maintient sa forme mais qui se déforme en permanence. Ça, c'est un tourbillon qui se produit là, il y a à peu près 6 mois, devant la centrale de Fukushima d'ailleurs. Nous verrons bientôt que ce que ne veut pas penser la République de Platon, c'est qu'il puisse y avoir de la métastabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais atteindre la pure stabilité. Et que du coup, il faut rejeter les poètes, les montreurs d'images, les artistes et les saltimbanques qui, eux, sont des gens qui nous mettent face à cette métastabilité, c'est-à-dire au danger, mais aussi face à la splendeur de ces actes extraordinaires que sont les moments où nous nous dépassons. Et nous pouvons nous dépasser en permanence. Gervaise, par exemple. Vous connaissez Gervaise? Gervaise, qui est une héroïne de Zola. Je ne suis pas en train de vous dire, comme certains m'en font parfois le grief, qu'il faut devenir des élites d'une société. Pas du tout ça que je vais vous dire. Je pense que tous les êtres humains sont comme Gervaise, capables d'avoir le jour de Gervaise. Vous savez ce que c'est que le jour de Gervaise? C'est le jour où elle fait cuire son noix. Gervaise est une pauvre femme de Germinal qui vit dans la misère, mais elle est capable, comme Babette dans le film qui s'appelle Le Festin de Babette, elle est capable d'offrir à tous ses voisins une noix qu'elle prépare. Et c'est magnifique, et c'est du niveau de cela. En sommes-nous encore capables, nous, de cela? Eh bien, c'est toute la question. C'est pas évident que nous en soyons encore capables, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans cette industrie qui nous invite, par exemple, à ce divertissement profondément régressif. Ça, c'est le titre d'une émission de M6. Vous la connaissez, cette émission? C'est une émission de télé-réalité qui consiste à faire en sorte que on va proposer à des gens, dans un studio de télé où ils vont être filmés, de se tromper les uns les autres, c'est-à-dire des couples. Et les amener à aller coucher avec la femme du voisin, à se taper dessus, etc. Ça va être filmé, ça va faire de l'audience. Vous voyez, ça fait tourner le marketing et la société de consommation. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui constitue l'un des plus grands succès de la télévision, en particulier dans la jeunesse. Donc, si je vous casse les pieds pour vous dire que dans le traité de l'âme, au lycée, Aristote
après la mort de Platon, revient vers une philosophie plus proche des tragiques qui dit « on est régressif ». Il n'y a personne qui peut échapper à cela, c'est pas pour rien. C'est pas par pur intérêt académique, ça peut en soi m'intéresser de façon purement académique, mais c'est pas tellement pour ça. C'est parce que je suis inquiet pour l'avenir de ma progéniture, mes enfants et mes petits-enfants. Je suis inquiet de voir qu'on laisse diffuser des émissions comme celle-là, en toute tranquillité. Personne ne s'en offusque. Mais c'est de ça dont il faudrait parler au G20. C'est ça le problème. Ça commence là. Aristote nous dit dans le traité de l'âme que l'âme noétique reste indécrottablement bête. C'est-à-dire toujours susceptible de régression, et que la bêtise, lorsqu'elle régresse vraiment, conduit à la méchanceté. Et que cette méchanceté et cette bêtise, aujourd'hui, eh bien, si nous savons lire Aristote autrement que de manière purement académique, nous pouvons en conclure que si nous regardons cette image, et celle que je vous montrais avant, elle est organisée de façon industrielle et elle nous conduit au pire. Rien n'est plus bête et méchant que de vouloir ignorer que nous vivons dans ce que Hölderlin, au début du XIXe siècle, appelait la venue d'un temps de détresse. Il disait que le temps était venu de la détresse. Je ne dis pas ça pour vous empêcher de dormir ou vous angoisser, mais parce que ça ne dépend que de vous et de nous d'être un peu moins bêtes pour sortir de cette détresse. J'appelle tragique la culture des Grecs en tant qu'ils posent que les mortels, qui sont entre les bêtes, qui ne se soucient pas de leur avenir, et en particulier pas de leur mort, et qui n'ont rien à décider, qui n'ont pas leur destin en main, et les dieux, de l'autre part, qui ne meurent pas, qui peuvent absolument tout, et en particulier le principal d'entre eux, Zeus, qui détient le feu divin entre les mains, ces mortels, donc, dont vous vous souvenez qu'ils sont issus d'un conflit chez les dieux entre les Olympiens et les Titans, et plus particulièrement entre Zeus et Prométhée, ces mortels sont dans une situation d'ambiguïté insoluble, où pour eux, tout ce qui est bien peut devenir mal, comme le dit Jean-Pierre Vernant, dans un texte que nous avions étudié l'an passé. Et cette ambiguïté, c'est celle de ce que Platon, dans Phèdre, que nous lirons bientôt, appelle le pharmakon. Phèdre est un dialogue très important. Quand on lit Platon, si on ne peut pas tout lire, il y a quelques textes qu'il faut absolument lire, c'est ceux que j'essaie de vous faire lire ici. Ménon, Le Banquet, Phèdre, La République, et d'autres dont je vous parlerai plus tard. Dans Phèdre, Platon déploie deux thèmes, l'un après l'autre, très différents, mais qui sont étroitement liés. L'un relève de ce que j'ai appelé l'autre fois l'allégorie de l'âme ailée. Et je vous ai expliqué pourquoi c'est une allégorie et non pas un mythe. C'est une invention de Platon. Cette allégorie, on va l'étudier de près. L'autre relève d'un mythe cette fois-ci, et non pas d'une allégorie. C'est le mythe de Teut. Ce n'est pas un mythe grec, c'est un mythe égyptien. Ça, c'est le dieu Teut. Et c'est dans une référence à la mythologie égyptienne qu'on verra bientôt Platon nous parler de l'écriture qui a été inventée par les Égyptiens, et en particulier dans la mythologie égyptienne par ce dieu qui s'appelle Teut. Dans Phèdre, Platon présentera le pharmakon qu'est l'écriture sous son aspect essentiellement empoisonnant. Je vous rappelle que pharmakon en grec ça veut dire drogue, d'abord. Drogue au sens où c'est un poison en même temps qu'un remède. Dans Phèdre, donc, Platon dira l'écriture, c'est surtout un poison. Il ne niera pas en même temps qu'elle a des vertus. Mais il dira toutes les vertus qu'a l'écriture sont des vertus illusoires et précaires. L'écriture, nous dira Platon, on le lira en détail bientôt, et d'une façon générale le pharmakon, pas seulement l'écriture, parce que l'écriture c'est un cas de pharmakon. Toutes les techniques sont des pharmacas, sont des cas de pharmakon. Pour Platon, c'est toujours ce qui peut arriver aux mortels après leur chute dans le corps. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que pour comprendre ce qui est en jeu dans le mythe de Teut, de ce dieu égyptien,
il faut avoir compris ce qui est en jeu dans l'allégorie de l'âme ailée. Et dans l'allégorie de l'âme ailée, Phèdre nous dit que l'âme, qui est immortelle, en principe n'est pas dans un corps. Et qu'elle tombe dans un corps à un moment donné, pour une raison qu'on essaiera de comprendre bientôt, et que quand elle a un corps, elle oublie tout ce qu'elle savait, qu'elle a tout à réapprendre, et que tombant dans son corps, elle tombe dans sa mort, dans la mortalité et dans la technicité. Elle tombe dans la condition mortelle, qui est aussi la condition sensible, c'est-à-dire la condition qui trompe. Si vous m'avez bien suivi, ce que je disais l'année dernière et que je rappelais, mais je vais y revenir aujourd'hui même, je le rappelais déjà l'autre fois. Dans Ménon, les âmes sont dans l'Hadès. Le lieu normal des âmes noétiques, comme les appelle Aristote, c'est d'être dans l'Hadès, c'est-à-dire sous terre. Car chez les Grecs anciens, l'Hadès, c'est un souterrain, c'est le souterrain, c'est ce qui est sous terre. C'est là où sont les âmes des morts. Les âmes des morts, ce sont les âmes des mortels. Et chez les tragiques, les âmes des mortels sont purement mortelles. Elles ne peuvent pas devenir immortelles. Ce sont que les dieux qui sont les immortels. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas sortir. Elles peuvent sortir de temps en temps. On va y revenir tout à l'heure. Comme au printemps, l'herbe pousse. Mais elles y retournent toujours, comme en hiver. L'herbe en redescend. Ça, c'est le point de départ chez les tragiques. Et ça, c'est un point d'arrivée qui n'est d'ailleurs qu'un point de passage, parce qu'on retourne toujours là. C'est un cycle dans la Grèce tragique qui se produit comme ça. Ça, c'est ce que raconte Ménon. Et c'est en cela que je dis Ménon appartient encore à l'époque tragique. Maintenant, ce que raconte Phèdre, le mythe de l'âme ailée en particulier, c'est exactement le contraire. L'âme vient du ciel. Elle vole. Elle a des ailes. Elle n'a pas de corps. Et pour des raisons que nous comprendrons bientôt, et vous verrez qu'on va se rapprocher des questions du désir, de la psychanalyse, de choses dont je vous ai déjà parlé souvent, elle va tomber sur Terre. Et la Terre, ça devient quoi en fait? Une caverne. C'est-à-dire qu'elle va tomber dans un souterrain où elle est condamnée à vivre, dans une caverne. Ça ne sera pas exactement dans Phèdre, ça sera dans la République. Dans Phèdre, elle tombe sur Terre. Dans la République, il s'avère qu'en fait, elle tombe même sous terre, dans la caverne. Ce que j'essaye de vous montrer en disant ça, c'est qu'il y a un changement de sens dans le rapport entre le ciel et la terre, ici, chez Platon, et qu'à mon avis, c'est ça le revirement qui pose problème. Dans le mythe de la caverne et de la République, eh bien, Platon nous dira tout à fait au contraire de ce qu'il disait dans Ménon, qu'il est possible de sortir de la caverne. Là, vous voyez, les philosophes sont sortis de la caverne. Au-dessus de la caverne, sur la surface de la Terre où on peut regarder le ciel et tendre à aller vers le soleil qui est, on le verra quand on lira le livre 7 de la République, le symbole de l'être pur, c'est-à-dire du bien souverain, de ce qui est absolument, et Platon dit absolument intelligible, c'est-à-dire totalement coupé du sensible, parce que le sensible ne produit que des illusions, comme les poètes. Cet intelligible, c'est ce qui va permettre de répondre à la question « qu'est-ce que ?», d'une manière définitive, et d'accéder au bien pur, donc que Platon appelle aussi le souverain bien. Alors, je vous rappelle que si je me méfie de ce bien pur, et si je vous invite à ne pas vous laisser aller à la facilité d'opposer, comme Platon le fait ici, d'un côté le bon et de l'autre le mauvais, d'un côté l'intelligible et de l'autre le sensible, par exemple, d'un côté l'âme, de l'autre le corps, d'un côté la nature, de l'autre côté la technique, ce n'est pas pour vous déprimer ou vous empêcher de trouver des consolations dans ce temps de détresse en vous disant « Oh, ça n'est qu'un passage ». Non, c'est parce que le bien pur, ce qu'on appelle le bien pur, conduit toujours à la purification, c'est-à-dire au mal pur.
C'est ça le résultat du bien pur. Ça, c'est un charnier nazi. Le mal pur, quand on parle du bien pur, si on dit il y a un bien pur, on pose nécessairement qu'il y a un mal pur. Il y a forcément en face du bien pur quelque chose qui est un mal pur. Sinon, ce ne serait pas un bien pur. Il faut que ce qui est mal soit purement mal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bien, pour qu'on puisse poser un bien pur. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est purement logique ce que je dis là, si j'ose dire. Alors à ce moment-là, on va dire que pour réaliser le bien pur, on va combattre le mal pur, et en combattant le mal pur, on va faire le mal pur. C'est-à-dire qu'on va se trouver un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, dans les années 30, c'est le juif. Aujourd'hui, c'est le musulman. C'est le rom et c'est un certain nombre d'autres, malheureusement, parce que ça se multiplie, on en trouve beaucoup. C'était à un moment donné les Croates, pas les Croates d'ailleurs, les Bosniaques, etc., etc. Je vous rappelle d'ailleurs que les massacres des Bosniaques se sont quand même beaucoup faits parce qu'ils étaient musulmans. Alors on dit toujours les musulmans sont horribles, mais qui est-ce qui a tué beaucoup qui a tué beaucoup au nom d'une lutte contre une religion? C'est pas les musulmans. Alors c'est vrai qu'il y a eu le 11 septembre, mais il y a eu beaucoup plus de morts dans la guerre de Bosnie contre les musulmans. Bon, je ne veux pas du tout dire que j'accuse les Serbes d'être des orthodoxes et que c'est la religion orthodoxe qui a tué tout ça. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, parce que moi je respecte toutes les religions, et de toute façon je respecte tout. J'essaye en tout cas, j'essaye. Je suis bête comme vous, donc je dis ça, méfiez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que mon problème, c'est pas du tout ici de mettre à l'index telle ou telle religion, musulmane, chrétienne, ou je ne sais quel type d'opinion d'ailleurs, c'est d'être vigilant contre cette idée que voudrait nous faire adopter Platon, qu'il y aurait la possibilité d'accéder à un bien pur sans produire du mal pur. Alors, quand je vous dis que la République est un revirement, constitue un revirement, cela concerne la question TST, dont vous vous souvenez que nous l'avions étudiée l'an passé, qu'elle apparaît dans le dialogue Ménon, TST voulant dire en grec « qu'est-ce que ?» Et vous vous souvenez que, lorsque nous lisions Ménon l'an passé, vous vous rappelez de la scène, Ménon allait voir un sophiste, dont il disait, alors Socrate le rencontrait au bord d'Athènes, le long des murs d'Athènes. Socrate arrêtait Ménon et lui demandait « Mais où vas-tu comme ça, mon cher Ménon ?» Et Ménon lui répondait « Je vais me faire enseigner ce que c'est que la vertu. » Enfin, pas ce que c'est que la vertu, excusez-moi. « Je veux me faire enseigner comment être vertueux. » Et vous vous souvenez que Platon disait « Mais tu ne crois pas que tu vas gaspiller ton argent si quelqu'un te prétend enseigner comment être vertueux? Demande-toi avant d'y aller, mais est-ce que c'est possible d'être vertueux? Est-ce que c'est possible de savoir ce que c'est que la vertu ?» Et c'est comme ça qu'ils se mettent à réfléchir sur la question de savoir qu'est-ce que la vertu. TST, arrêtez. Et vous vous souvenez que Ménon répond en donnant des tas d'exemples. La vertu, c'est bien s'occuper de sa maison. La vertu, c'est ne pas abandonner son navire quand il coule. La vertu, c'est d'être courageux comme Périclès, et patati et patata. Et chaque fois, Socrate lui dit « Mais tu ne me réponds pas à la question. Tu me donnes des exemples. » La vertu, ce n'est pas une vertu. La vertu, c'est ce qui unifie toutes les vertus possibles. C'est ce qui fait la règle, ou plutôt ce qu'on appelle en mathématiques la raison de la série, c'est-à-dire l'unité. L'unité, l'un, c'est la grande question de la philosophie. Qu'est-ce qui fait l'unité de toutes les possibilités d'écrire des cas spécifiques de vertu? C'est la question de l'universel, qu'il ne faut pas confondre avec ce que j'appelle là le diversel. Cet universel de la vertu, c'est ce que j'appelle une consistance. Ce qui fait que la vertu unifie tous ces cas, c'est que elle consiste à travers ces différents cas. C'est ce que j'appelais la consistance. J'en ai parlé tout à l'heure au début du cours. Cette consistance, je soutenais en m'appuyant sur Ménon qu'elle n'existe pas. Je veux dire par là que le cas idéal de la consistance, c'est l'idéalité géométrique,
Et vous vous souvenez que l'an passé, j'avais montré que le point géométrique n'existe pas. On ne peut pas trouver un point géométrique dans l'espace. Mais en revanche, il consiste. C'est lui seul qui permet de penser rationnellement l'espace. C'est une idéalité. Si je reviens sur ces questions, c'est parce que dans la République, là aussi, se produit un revirement, qui est que tout à coup, les idées, c'est-à-dire les idéalités en réalité, eh bien, Platon se met à dire qu'elles existent. C'est ce qu'on appelle le réalisme des idées. Ce ne sont plus simplement des choses qui consistent, mais ce sont les choses qui existent, et même les seules choses qui existent réellement, dit Platon. Et il se met à dire que ce que j'appelle là le diversel, c'est-à-dire le sensible, n'est qu'une illusion. Autrement dit, il dit le monde dans lequel nous vivons, c'est une illusion. Le vrai monde n'est pas là. Ça, c'est ce qu'on va appeler bientôt en philosophie l'outre-monde, et en religion plus tard, l'au-delà. Ce monde dans lequel nous vivons est une illusion. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde, qu'on appelle parfois l'outre-monde, et seul ce monde-là est vrai et bon. C'est à partir de là que Platon va opposer le sensible d'un côté, c'est l'illusion, l'intelligible de l'autre, c'est la vérité. Le corps d'un côté, c'est le sensible et l'illusion. L'intelligible de l'autre, c'est l'âme et l'immortalité. La technique d'un côté, la vérité de l'autre. Si Aristote héritera à certains égards de la différence que Platon fait entre le sensible et l'intelligible, lui au contraire, il ne les opposera pas. Et c'est pour ça que j'essaierai plus tard de vous le faire lire. Il dira que l'intelligible est au contraire irrémédiablement ancré dans le sensible, c'est-à-dire d'une certaine manière, eh bien, il se constitue dans la caverne et pas en dehors de la caverne. Ou plutôt, on ne peut pas opposer la caverne et le dehors de la caverne. Dans la République, Platon veut au contraire que l'âme de l'être qui pense puisse échapper à cette intermittence qui fait qu'on ne peut pas être constamment auprès des timiotata, c'est-à-dire des choses qui valent le coup. On ne peut pas rester noétique en acte tout le temps, comme Dieu, et on est condamné à retomber sans cesse dans l'eau comme un poisson volant. Lui, Platon, pose que, dans le livre 7 de la République, les mortels doivent sortir du milieu artificiel qu'est la caverne. Milieu artificiel, pourquoi artificiel? Parce que vous vous souvenez que ce qu'ils voient, ce sont des illusions fabriquées par des montreurs de marionnettes. C'est la télé dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les poulets qui regardent la télé. Comprenez-moi bien, quand je vous dis cela, je ne suis pas en train de dire que tout ce que dit Platon doit être balayé d'un revers de main. Non, parce que ce qu'il décrit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais Platon dit ils doivent sortir de la caverne, échapper à leur corporéité, à leur technicité, à leur mortalité, au risque de se prendre pour des dieux. Ce que je crois, moi, c'est que dans ce cas-là, sortir de la caverne, c'est renoncer à théoriser et à critiquer le milieu artificiel dont on ne sort que comme un poisson volant. C'est-à-dire que c'est renoncer à penser la nécessité de retourner dans le milieu pharmacologique, à penser le pharmacone. C'est faire de la dénégation, comme on dit en psychanalyse. C'est en particulier renoncer à penser ce que pourtant on n'arrête pas de pratiquer et qui est l'écriture. Ça, c'est, je vous l'avais montré l'an passé, le premier manuscrit qu'on ait des éléments d'Euclide. Et je vous ai présenté il y a 2 semaines le manuscrit le plus ancien qu'on connaît de la République, qui se présente pratiquement de la même manière. C'est un papyrus. Platon pratique l'écriture. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dénoncer le pharmacone autrement qu'en écrivant. Autrement dit, en le pratiquant. Ici, c'est de l'écriture de la géométrie qui, pour lui, est le modèle de l'anamnèse, par ailleurs. C'est-à-dire de la réminiscence. Je vais revenir sur la question de la réminiscence. Toute la question est là. Faut-il rejeter l'écriture en disant on va s'en débarrasser et on va aller devenir comme des dieux, on va être toujours dans la vérité, ou bien faut-il pas au contraire dire il y a une autre façon de pratiquer l'écriture que les sophistes. Il y a une autre façon de sortir de l'eau comme un exocète. Vous savez ce que c'est qu'un exocète?
Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson volant. C'est aussi un missile. Il y a plusieurs façons de faire avec l'esprit, avec nos capacités noétiques. Il faut beaucoup d'intelligence pour produire cet exocète. Mais on peut faire de sacrées bêtises avec un exocète. Je vous parle de poissons, d'oiseaux, d'exocètes, de cygnes, de saumons. L'animal que j'ai introduit cette année, dont je ne parlais pas l'an passé, c'est l'oiseau, parce que c'est l'animal à partir duquel Platon métaphorise. Et ce qu'il essaye de penser à travers le Phèdre, c'est l'âme ailée. L'âme ailée, c'est une sorte d'oiseau, enfin c'est un drôle d'oiseau, c'est plutôt un couple de Pégases. Ce sont des chevaux volants, comme ceux que l'on voit ici. L'animal à partir duquel Platon métaphorise, c'est un oiseau, et non pas un poisson. Et il destine le mortel à devenir un ange, à ce qui deviendra, non pas chez Platon, mais dans le christianisme, et dans un christianisme tardif. Tout comme dans l'islam d'ailleurs, un ange. Et plus précisément, en tant que philosophe, un ange gardien. Dans la République, le philosophe doit devenir un gardien. C'est un ange, il est quasiment redevenu une âme ailée, il s'est totalement purifié, et il garde le troupeau de quoi? De moutons que nous sommes. En tout cas, ce devenir ange gardien, que peut devenir donc le philosophe en sortant de la caverne, ce n'est pas dans la République que Platon le pense d'abord, à mon avis, c'est dans le Phèdre, précisément à partir du moment où il essaye de penser l'allégorie de l'âme ailée. Et cette allégorie de l'âme ailée, elle nous présente l'âme comme un attelage de 2 chevaux, donc qui ont des ailes, qui sont des Pégases, et qui vivent en pleine lumière et au grand air. Ce sont ces âmes, pourquoi est-ce qu'elles volent, ces âmes? Pourquoi est-ce qu'elles sont au grand air en pleine lumière? Dans la représentation populaire grecque, les dieux, ceux que nous appelons les dieux, eh bien ce sont les étoiles. Tout comme chez les Égyptiens ou chez les Mésopotamiens d'ailleurs. C'est-à-dire que quand les astronomes, qui sont aussi d'ailleurs chez les Égyptiens et les Mésopotamiens des astrologues, observent les étoiles, eux considèrent qu'ils observent des dieux. C'est-à-dire des êtres qui ne disparaissent jamais. Jusqu'au plus ancien temps de l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, on parlait déjà de Vénus, de la grande ours. Ça ne bougeait pas, ça ne change pas. Donc pour les Grecs, ce qu'ils appellent la sphère des fixes, c'est-à-dire toutes ces étoiles qu'ils croient être piquées dans une voûte, ce qu'on appelle la voûte céleste, en fait ce sont les dieux. Et nous sommes des êtres... comme dira Aristote, sublunaires. Nous vivons sous la lune. Nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas comme les dieux. Nous sommes dans le monde du devenir. Pour les Grecs, ce monde des dieux, c'est le monde de l'être, c'est-à-dire de ce qui ne devient pas, de ce qui est tout le temps la même chose. Et donc quand, dans Phèdre, Platon raconte l'allégorie de l'âme ailée, il dit qu'en fait, nos âmes, avant que nous ne chutions dans un corps, vous avez bien compris que cette chute, c'est aussi la chute du péché originel. C'est-à-dire que ça prépare ce que la Bible est en train de raconter au même moment d'ailleurs, parce que c'est, enfin pas au même moment, 2 siècles ou 3 siècles avant. La Bible raconte la chute du péché originel. C'est la même disposition. Avant cette chute, dit Platon, dans Phèdre, nos âmes étaient avec les dieux. Alors ça renvoie à ce que dit Homère à propos de l'époque du nectar et de l'ambroisie d'ailleurs. Hein. Ça n'est que quand Prométhée et Zeus sont entrés en conflit, tout à coup une partie de ceux qui banquetaient du nectar et de l'ambroisie sont devenus, nous les mortels, sont devenus mortels. Quoi qu'il en soit, Platon dit, ces âmes, elles volent dans le ciel. C'est pour ça qu'elles ont des ailes. Elles ont des ailes. Et on verra bientôt qu'elles vont les perdre, ces ailes. Elles vont tomber. Pour vous dire en 2 mots, et c'est là que Phèdre est un très grand texte, tout comme la République est un très grand texte. Je vous ai dit l'autre fois que je n'aimais pas la République, mais c'est néanmoins un très grand texte, même si c'est un texte
qui pose 1000 problèmes. Mais Phèdre, c'est un très grand texte parce que cette âme ailée que vous voyez là représentée sous une forme qui est celle d'une représentation d'un texte d'Homère, qui est constitué de 2 chevaux qui ont des ailes et qui sont des Pégases, il y a un cheval qui a une tendance et un autre cheval qui a une autre tendance. Et ces 2 chevaux ne veulent pas faire la même chose. Le cocher essaye de les tenir ensemble, mais n'y arrive pas. Et de temps en temps, n'y arrive pas. Et du coup, le char se renverse. Et quand le char se renverse, l'âme ailée tombe sur la terre. Et en tombant sur la terre, elle se retrouve dans un corps. Et au cours de cette chute, dont je vous rappelle qu'elle ressemble beaucoup à celle de Icare, elle oublie tout ce qu'elle a su. Parce que ce qu'elle a su, quand elle était dans la sphère des fixes, auprès des étoiles, c'est la vérité pure. Donc, nous voyons ici l'âme tomber dans Phèdre, et nous verrons dans la République l'âme remonter à la surface et remonter vers le soleil, dans la République en sortant de la caverne. Vous voyez bien comment c'est organisé en verticalité tout ça. Un coup on part du ciel et on tombe, un coup on part du souterrain et on sort. Mais l'enjeu ici, c'est d'échapper à cette condition qui se tient dans la caverne et sur la terre. Alors, cette allégorie de Phèdre, c'est en fait, selon moi, Phèdre qui arrive une bonne dizaine d'années après Ménon, c'est une façon que Platon a de reprendre une question qui était posée par Ménon, à savoir pourquoi l'âme oublie-t-elle ? La chute qui se produit dans Phèdre, ça, vous le savez, je l'ai déjà montré, c'est l'ange. C'est un ange qui tombe, là, et qui s'appelle Lucifer. L'ange déchu. Hein ? L'ange qui devient le diable ici, eh bien, ça ressemble beaucoup à l'âme qui est en train de tomber de Platon. Et cette chute de Phèdre, qui est racontée dans l'allégorie de la mêlée de Phèdre, explique, par cette chute, Platon tente d'expliquer pourquoi, dans Ménon, il avait soutenu, enfin pas lui, mais Socrate avait soutenu que l'âme avait oublié tout ce qu'elle savait. Cette chute, qui est aussi celle d'Icare, donc, c'est tout à coup ce qui explique pourquoi nous avons tout oublié, mais nous pouvons nous en ressouvenir. Et là, je reviens à Ménon. Ménon, vous vous en souvenez, c'est là où Platon, en s'appuyant sur le mythe de Perséphone, définit la connaissance comme une reconnaissance, c'est-à-dire une réminiscence, anamnésis. Définir la vérité, la connaissance vraie, comme une réminiscence, c'est le trait fondamental de la pensée de Platon. C'est ça l'essentiel de Platon, c'est d'avoir posé cela. C'est pour ça que c'est un très grand penseur, c'est pour ça qu'il faut le lire. C'est ainsi qu'il définit la vérité en référence au mythe de Perséphone. La problématique de Ménon, si vous n'avez pas suivi les cours l'an passé, là-dessus vous les trouverez, c'est les cours des 22 janvier et 5 février de cette année, du cours de l'année dernière. Cette problématique du mythe de Perséphone, elle se réfère à un rituel agraire, c'est le rituel des mystères d'Éleusis, qui, c'est un mythe agraire, comme on l'appelle, un mythe agricole, on peut aussi dire, qui, dans la mythologie grecque, vise à rendre compréhensible ce que c'est que la pousse printanière du blé. Ça, c'est une représentation des mystères d'Éleusis que l'on a pratiqué très longtemps en Grèce, hein, que Platon lui-même pratiquait. Socrate est allé au mystère d'Éleusis. Les mystères d'Éleusis, donc, racontent comment Hadès, le dieu du royaume des morts, a enlevé Perséphone, la fille de Déméter, la déesse de l'agriculture, pour l'emmener sous terre avec les mortels. Cette déesse,
Cet immortel s'est ainsi vu imposer de vivre avec les morts un tiers de l'année, durant l'hiver. Vous vous souvenez que c'est l'explication du cycle du vivant en réalité. Hein. Tout comme l'agneau de Pâques, etc. Chez nous, c'est le sacrifice printanier, puisqu'au départ, le rituel de Pâques, ce n'est pas du tout un rituel simplement monothéiste, hein, c'est un rituel très ancien. Dans toutes les sociétés agricoles, en fait, il y a des rituels de sacrifice de ce type. Il s'agit à travers cela de rendre compte du printemps, c'est-à-dire de la naissance, et de la mort, c'est-à-dire de l'hiver. Il s'agit dans cette référence d'expliquer le retour, pourquoi le printemps revient, et toujours doit repasser par l'hiver. C'est le revenir qui est en jeu. Dans l'hiver, le végétal, le vivant, d'une façon générale, disparaît sous terre, passe à l'ombre, dans les ténèbres. Et au printemps, il reparaît à la lumière et en plein soleil. Ce sont ces questions de soleil et d'ombre que nous retrouvons dans le mythe de la caverne, mais sous une toute autre allure. Dans Ménon, c'est aussi en se référant à la lumière et au soleil, et à l'ombre, mais pas à travers une allégorie, mais à travers le mythe, qu'il hérite des poètes et des prêtres et des prêtresses, dit Socrate, que Socrate va essayer de répondre à l'aporie de Ménon. Aporie de Ménon, dont vous vous souvenez peut-être que Ménon lui dit « Mais Socrate, tu me demandes ce que c'est que la vertu, tu prétends qu'on peut la trouver, mais si nous la trouvons, il n'est pas possible que nous la reconnaissions si nous ne la connaissons pas déjà. Donc, ou bien nous ne la reconnaîtrons pas parce que nous ne la connaissons pas déjà, et donc il est impossible de la trouver, ou bien nous la reconnaîtrons, mais en fait ça veut dire qu'on la connaissait déjà, donc on ne l'a pas trouvée, puisqu'on a fait semblant de la chercher. Donc tu te fous de moi, t'es comme les sophistes. Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, cette aporie a été inventée par les sophistes contre la philosophie, pour retourner contre les philosophes l'argument des philosophes. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, Socrate dit « Tu as raison. Tu as raison. En fait, nous le savions déjà, mais nous l'avions oublié. » Et donc, la connaissance est un ressouvenir, une anamnésis. Nous l'avions oublié, mais ça peut revenir comme le printemps revient. Et en l'occurrence, ça peut revenir par intermittence, au printemps d'ailleurs, et ça revient de l'Hadès, c'est-à-dire que ça ressort de l'ombre, de sous terre, là où est Perséphone, elle-même contrainte de rester dans l'ombre souterraine tout au long de l'hiver, c'est-à-dire un tiers de l'année, ou un quart de l'année. Socrate dit cela en réponse à l'aporie de Ménon. L'aporie de Ménon, c'est la recherche de ce que veut dire la vertu. Socrate prend l'aporie au sérieux et il dit « nous avons oublié ». Et il dit aussi « lorsque nous dialoguons sincèrement, de bonne foi, que nous recherchons véritablement ensemble, par le dialogue, eh bien nous pouvons nous remémorer ce que nous avions oublié. » La remémoration devient possible. Alors, là il y a deux choses qui restent mystérieuses. Pourquoi avons-nous oublié ? On n'en sait rien, non mais non, il ne dit pas pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'on peut se ressouvenir ? Comment et pourquoi est-ce qu'on peut se ressouvenir ? Il ne le dit pas non plus. Ce que nous avions vu l'année dernière dans le banquet, et je vous rappelle que l'année dernière le titre du cours c'était le banquet, ce que nous avions vu l'année dernière, c'est que pour accéder à l'aletheia dans l'anamnésis, c'est-à-dire dans la réminiscence, eh bien en fait ce qui nous permet dans le dialogue d'accéder à l'anamnésis, c'est l'amour. Car lorsque nous dialoguons, nous nous aimons, dit Socrate. Dialoguer, c'est s'aimer. Ce n'est pas forcément s'aimer au sens où ce couple merveilleux d'amour, d'Éros et de Psyché sont en train de s'aimer et vont s'aimer dans une communion charnelle. Mais Diotima, dans le banquet, dit, vous vous en souvenez peut-être, à la fin du banquet, elle dit, quand nous tombons amoureux de quelqu'un, ou quand nous tombons amoureux d'une chose, ça peut arriver, on peut tomber amoureux d'une œuvre d'art. Par exemple, de Galatée. Comme, comment s'appelle-t-il ? Non, c'est pas. Pygmalion. Comme Pygmalion qui tombe amoureux de
propre œuvre d'art. Mais on peut tomber amoureux d'une œuvre d'art qu'on n'a pas faite soi-même. Moi, ça m'arrive. Des fois, je me fais engueuler par Caroline. Elle me dit, mais pourquoi t'achètes le truc? Ça coûte cher. parce que je suis tombé amoureux d'un bout de machin qui n'est qu'un morceau de bois ou de toile sur lequel il y a un peu de peinture. Et puis, je suis amoureux des livres. J'en achète plein. Et puis, on est tous amoureux de toutes sortes de choses. Être amoureux, c'est pas forcément être amoureux du sexe opposé, ou du même sexe si on est homosexuel. Non, c'est pas forcément être amoureux sexuellement. C'est ce que dit Diotima à la fin. Diotima dit, on commence par aimer sexuellement. Elle essaye d'expliquer aussi l'homosexualité des Grecs de l'époque. Comme vous le savez, Socrate, Platon et tous ces gens-là avaient des amoureux, des éphèbes, des amants. Et ils aimaient la beauté de ces enfants. Et Diotime dit, ça, oui, ça... On est ému par la beauté. Qu'est-ce qui fait que la beauté nous émeut? C'est qu'elle nous rappelle quelque chose. Et alors, quand on grandit, quand on vieillit, petit à petit, on se détache de ce qui est beau charnellement, sensiblement, et on se met à aimer la beauté en soi, dit Diotima, c'est-à-dire la beauté pour elle-même. Et à ce moment-là, ce qu'on aime, ça n'est plus simplement le sensible. C'est ce qui relève de ce que, depuis Freud, on appelle la sublimation. La sublimation, c'est l'amour de la poésie, c'est l'amour politique, c'est l'amour de la patrie, c'est tout ce que vous voulez. C'est l'amour des timiotata, de ce qui vaut le coup d'être vécu, de ce qui vaut qu'on vive pour cela. À partir de là, Diotima, dans le banquet, dit la matrice de la vérité, c'est l'expérience amoureuse. Et cette expérience amoureuse, eh bien, quand elle se produit chez les philosophes, chez les sages, chez ceux qui ont accès à l'intelligible, à l'idéalité en propre, eh bien, ça se produit dans le dialogue. Ça devient dialogique et ça se produit dans une activité purifiée, épurée de ces attaches sensibles. Mais, dans ce livre-là, Diotima ne dit en aucun cas que l'âme doit se détacher du corps. Elle dit au contraire que c'est à travers l'expérience corporelle que le mortel qui est dans un corps, parce qu'à ce moment-là, Platon est toujours un tragique, fait l'expérience du beau. Là où la République va rompre, c'est que tout à coup, Platon va séparer les deux. Il va dire on peut supprimer. Alors d'un côté, on va mettre les moutons, et de l'autre côté, on va mettre les gardiens de moutons. Les gardiens de moutons s'appellent les philosophes, et les moutons s'appellent les citoyens. Et comme j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, les gardiens de moutons, eh bien ça devient toujours des anges déchus, des lucifères, qui produisent le mal absolu. Ce qu'on appellera le mal absolu, et pas simplement le mal pur. À l'époque de Ménon, Platon ne pensait pas du tout que l'immortalité était possible pour les âmes. Il pensait, en revanche, comme le dit Perséphone, que certains s'acceptaient comme des héros qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire qu'il posait qu'il y a de l'inoubliable, il y a des êtres inoubliables. Ils ne sont pas immortels, il n'y a que les dieux qui sont immortels. Mais ça le faisait dire quand même, j'ai entendu des hommes et des femmes habiles dans les choses divines, des prêtres et des prêtresses dire que l'âme est immortelle. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est parce que, dans les mystères d'Éleusis et le mythe de Perséphone, on dit que Perséphone rappelle ceux qui ont vécu d'une certaine manière et qui ont honoré précisément, je crois, les dieux en ne se prenant précisément pas pour des immortels. Quoi qu'il en soit, l'âme oublie, nous dit Ménon, a oublié, et la question que nous nous posons, c'est pourquoi est-ce qu'elle oublie? Comment s'est produit cet oubli? D'où vient le fait que la vérité, que j'écris ici, a l'éteia, c'est-à-dire qui n'est pas l'éteia, si on traduit littéralement, c'est-à-dire qui n'est pas l'été, ce qui veut dire en grec, comme vous le voyez ici, oubli. L'été étant un mot commun, un nom commun, mais qui est aussi un nom propre, l'été avec une majuscule,
L'été avec une majuscule, c'est une déesse, c'est la déesse de l'oubli, mais c'est aussi le nom d'un fleuve. C'est le fleuve qui traverse l'enfer. Et c'est un fleuve où les âmes oublient tout. Comme ici, on voit Dante, le poète, représenté par Gustave Doré, oublier tout en passant le fleuve Léthé. Léthé, on pourrait dire que ça veut dire latent. Ce qui est latent. Ce qui est latent, c'est ce qui n'est pas patent. Mais ça peut devenir patent. Ce qui est latent peut devenir patent, et même épatant, si j'ose dire. Ce qui est invisible peut devenir visible. Ce qui était caché peut devenir manifeste. Et même évident, comme la vérité. Comment cela est-il possible? Comment peut-on accéder à l'aletheia? Voilà la question que se pose Platon. Voilà le mystère. C'est cela qu'il essaye d'expliquer de Ménon au banquet, du banquet à Phèdre, de Phèdre à la République. Mais dans ses tentatives d'explication, moi je crois qu'il régresse. C'est-à-dire qu'il perd de vue des choses qui reviendront avec cet homme-là, qui s'appelle Sigmund Freud. Et si vous lisez ce livre, par exemple, L'interprétation des rêves, vous verrez que Freud pense le rêve, et à travers le rêve, l'inconscient, à travers les catégories du latent et du patent, du manifeste et du caché. On pourrait d'ailleurs se dire que les prisonniers de la caverne de Platon font une sorte de rêve. La scène qu'il décrit est une sorte de rêve, n'est-ce pas? Et ce rêve, comment ne pas se dire qu'il est comme l'origine du monde humain, c'est-à-dire ce que l'on voit ici dans la caverne de Chauvet, qui ne se trouve pas loin d'ici, hein, à vol d'oiseau, c'est à 200 km. Voilà, nous sommes revenus dans la caverne. Nous n'avons toujours pas commencé à lire Phèdre, mais nous le ferons vraiment au prochain cours. Je vous remercie de votre attention. On va faire une pause.